merci d'être aussi nombreux pour la présentation de ce livre de notre ami Amzian Kzar. C'est toujours un événement de le recevoir. Aujourd'hui, il est un peu pressé, donc on va essayer de faire, d'avoir un échange assez rapide parce qu'il travaille tout à l'heure, donc on va essayer de faire court. Alors, pour me seconder, il y a son ami insécable, si j'ose dire, Mohamed Nassi. Et voilà, donc je vais faire une petite présentation d'Amzian et puis je passerai la parole à Mohamed et après on va lui poser des questions, s'il veut bien nous répondre. Alors, il y a 3 ans exactement, c'était un 12 décembre, on le recevait pour, ici même, pour les traductions et les adaptations des textes de Brassens, des chansons de Brassens. Eh bien aujourd'hui on le reçoit pour toute autre chose, c'est pour ce petit livre paru aux éditions à Contretemps qui s'appelle La Réserve Kabyle. La Réserve Kabyle, notez bien le titre parce qu'il a une importance, qu'on va essayer de voir tout à l'heure. Alors quand je le recevais il y a 3 ans, j'avais commencé exactement par cette phrase en disant qu'ici on ne présente pas Amzian Kzar. Parce qu'il est connu, vous le connaissez tous. Et pourtant, je vais quand même le présenter un peu. Il vient qu'en décembre, comme le Père Noël. Exactement, il vient qu'en décembre, comme le Père Noël. Ça, il vient de me la souffler. Hein. Il vient un peu en avance. Alors, il est né en 1962 à Marghna, en Kabylie. Il a déjà une œuvre derrière lui, une œuvre, il a publié des choses en berbère et en français. Il a publié un roman, La fuite en avant, Paris-Méditerranée en 2001. Puis ces textes, ces chansons de Brassens en 2010, il a publié un livre chez Achab Édition à Tizi Ouzou, Ayoul, Arion Zengis. Et puis en 2014, donc les chansons de Brassens. Alors j'ai essayé d'essayer de saisir un peu Amzian. Il me fait l'effet de quelqu'un qui a une écriture qui ressemble beaucoup, je l'ai déjà dit la dernière fois, qui ressemble beaucoup à Moahia, parce que il a une écriture très intelligente, très fine, et en même temps plein d'autodérision. Et comme Moahia, je crois qu'il aime les Kabyles, il aime la kabilité, mais il les aime en soulignant leurs défauts. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de complaisant, c'est quelque chose de... Et tout ce livre est bâti sur ce principe, hein, c'est-à-dire, c'est vraiment... il regarde la Kabylie, la kabilité à travers un miroir qui souligne les défauts. Voilà. Alors, le texte est composé de 3 parties qui ont des formes littéraires différentes. La première partie s'appelle... alors, il faut dire qu'il dédie ce livre aux gens de son village en les prévenant, et ça aussi c'est important, en leur demandant de lui pardonner si jamais ce qu'il dit peut blesser les gens, si des gens se reconnaissent, etc. Ça nous montre déjà qu'il n'y a pas de complaisance, qu'il raconte des choses qui vont parfois, qui ne soulignent pas que ce qu'on a de bien, mais aussi ce qui, pour être très euphémique, ce qui reste à améliorer. Alors, donc 3 parties, une partie qui s'appelle Notre village, où c'est un texte où il raconte un peu comment il a
c'est de la sociologie vue par un enfant. Voilà. C'est-à-dire, il raconte comment les enfants. Alors là, il y a, on ne va pas rentrer dans les détails de la lecture analytique, si j'ose dire, mais il y a un jeu qui est un nous en même temps, un nous qui devient un jeu, etc. Et de ce point de vue, ça ressemble à... Ça m'a rappelé le texte de Jean Amrouche, L'Éternel Jugurtha, c'est-à-dire cette façon de raconter le jeu par un nous et le nous par un jeu, c'est-à-dire de confondre un peu les deux, rappelle un peu cette démarche de ce que j'appelle l'autoportrait collectif, à partir d'un regard d'enfant, les traditions du village, des portraits de personnages, etc. Tout ça pour raconter un peu le rôle des... Je ne vais pas détailler non plus les thèmes, mais le rôle de l'histoire, des ancêtres, etc. Et il y a des pages savoureuses et vraies, et des pages vraiment savoureuses sur tout ça, quoi. Alors la deuxième partie, c'est des petites histoires. C'est vraiment des petites histoires vraies, souvent vraies, il va nous le dire, oui, qui sont... qui raconte un peu l'état d'esprit du village, comment les gens essayent de... comment dire, comment on essaye un peu de dribbler les contraintes sociologiques, etc. Comment on s'arrange avec les interdits, avec... voilà. Et parfois ça ressemble à des blagues philosophiques, ce qu'on appelle des blagues philosophiques, c'est des textes très courts qui ont un sens, et parfois qui n'en ont pas, ou qui ont un sens absurde, et qui ressortent. Et moi, c'est les plus savoureux, c'est celles qui, justement, ne cherchent pas à avoir absolument un sens, mais racontent uniquement une petite histoire. Alors, la troisième partie, c'est encore plus surprenant, parce que c'est écrit sous forme de petits actes de pièces de théâtre, avec des personnages qui prennent la parole, etc. Voilà ce qu'on peut dire, c'est un livre... qui est assez mince, mais qui est très très dense, hein, qui est très dense, et dans lequel Amziane Kzar s'est donné vraiment la liberté, une liberté que je salue, et je comprends pourquoi il demande aux gens de son village de lui pardonner à l'avance, parce qu'il n'épargne pas. Et puis tout à l'heure, peut-être si on a le temps, on va lire quelques petits extraits, comme ça vous verrez cette tonalité qui est entre l'ironie, l'autodérision, et c'est tout simplement un livre absolument à lire. Voilà, peut-être que Mohamed va compléter, dire un mot sur Amziane, sur le livre, sur sa réflexion, son travail, son... Je pense que je peux abonder dans ton sens, à savoir que c'est un livre à lire, qu'il faut le lire. C'est pas juste parce que c'est un peu... J'ai été un peu l'éditeur, d'une certaine manière, mais je pense que comme tout écrivain, Amziane a cette capacité à nous faire entrer dans son monde, que ce soit avec Brassens, La Fuite en Avant, Ariol Gengis, on est toujours dans le même monde, dans le même univers. Et je conçois bien qu'on puisse le comparer à Moria, mais je pense que, comme tout écrivain, il a sa singularité, sa personnalité, même si l'influence de Moria est peut-être certainement présente, mais je pense qu'il y a une singularité et une individualité qui lui est propre. Donc pour ce qui est de la réserve kabyle, effectivement, c'est un texte qui, je pense, est très révélateur de ce qu'il est, mais qui, d'une certaine manière, comme Brassens, comme Ariol Gengis, reprend quelque chose qui était très lointain. La réserve kabyle, c'est un texte qui a peut-être quelques années déjà, enfin, que tu peux nous en parler ensuite, mais mais déjà dès ces années anciennes, il y avait déjà tout ce qui permet de comprendre l'auteur Amziane Kzar, qui n'est pas tellement différent de la personne que nous connaissons. Voilà, peut-être tu peux...
Oui, c'est à toi. Alors, j'ai fait tout ça, c'est pas mal. Ouais, tu as fait tout ça et tu as fait même plus. Alors, une petite question, le titre, la réserve kabyle. Ouais. Tu imagines bien, c'est le mot réserve est un mot polysémique. On pense tout de suite aux Indiens, quoi. Voilà, non pas forcément, on pense aux Indiens, alors à la réserve indienne, on pense à la réserve d'histoire, de culture, etc. que ça peut constituer pour toi. Alors dis-nous la vérité, c'est lequel des sens auquel tu as pensé? C'est vrai que la Kabylie fonctionne un peu comme une réserve, quoi. Seulement, c'est une réserve choisie. Comme une réserve indienne. C'est-à-dire, on ne nous l'a pas imposé, ça. Ah, d'accord. Les Indiens, on les a quand même parqués, on les a obligés à vivre dans ces réserves, mais les Kabyles, non. Ils ont choisi cette terre, ils en ont fait eux-mêmes leur réserve, et c'est de cette réserve qu'ils tirent tout, leur champ, leur force, leur énergie, tout. Donc, on peut dire que c'est une réserve parce qu'il a ses murs, il a ses frontières et tout, mais c'est une réserve aussi qui est considérée quand même comme une patrie, patrie peut-être c'est trop dire, mais comme une patrie. Chaque fois qu'on est en danger, on court vers notre mère, la Kabylie. On y va pour mourir, on y va pour vivre ces derniers jours. Comme dit un autre, je crois que là où on va, on a quand même la Kabylie dans le cœur, en tête, souvent, on y pense. Donc c'est une réserve qui nous habite. Alors, dis-moi, pourquoi tu as fait cet avant-propos? Pourquoi tu demandes qu'on te pardonne à l'avance si jamais tu... Pourquoi? Oui, parce que chez nous, les cris, c'est quelque chose de dangereux. Hein? Quand on raconte ces histoires au village, on fait quand même attention à les raconter quand la personne intéressée ou n'est pas là. Mais là, je les raconte, je les écris. Donc tout le monde peut les voir, peut les lire. Et là, je les préviens quand même. C'est de la littérature, c'est pas de l'histoire, c'est pas pour se moquer d'eux ou bien... c'est quand même quelque chose, c'est des histoires qui ont un sens. C'est leur histoire aussi, à ces gens-là. J'espère qu'ils vont pas... Pardon. Voilà. Je sais pas. Non mais parce que, pardon, hein, est-ce que tu avais conscience de transgresser quelque chose? Est-ce que tu l'as écrit avant ou après cet avant-propos? C'est ça, parce que... Ah si, je l'ai fait dès le début. Ah, c'est-à-dire que tu savais que tu allais oui. Transgresser, c'est ça. Donc tu es parti avec l'intention d'avoir une écriture, ce qui est très bien, c'est le rôle de la littérature, hein, d'être transgressif. Oui, si vous voulez ajouter. Justement, je m'interrogeais sur le fait que c'est un avant-propos qui est destiné donc, à tes compatriotes de ton village, mais en même temps tu parles de toute la Kabylie. Et comment réussir à parler de toute la Kabylie en parlant d'un village? Qu'est-ce qui fait que d'un village à l'autre, on puisse se reconnaître et on puisse ressentir exactement la même chose en lisant ce petit ouvrage? Oui, parce que je pense que tous les villages se ressemblent, quoi. Quand je raconte ces histoires-là à n'importe qui, qu'ils viennent de Bougie ou de Bouira, ils comprennent la même chose. Donc c'est leur culture aussi. Et quand ils me racontent les histoires de leur village, c'est pareil. Donc je crois que mon village, ce n'est qu'un échantillon dans cette affaire, quoi. D'ailleurs, je n'ai même pas cité le nom du village, parce que... ça peut être voilà. N'importe quel village. Non mais là, c'est le jeu de nous dont j'ai parlé tout à l'heure. On le sent bien, hein, je veux dire, il a eu l'instinct de prendre des faits qui sont paradigmatiques d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire
des situations, etc. Quand on trouve, moi j'ai retrouvé plein de choses qui auraient pu être, des faits qui auraient pu, qu'a certainement abrité mon village et d'autres. Donc de ce point de vue, alors ça m'a beaucoup amusé la façon dont tu racontes tout l'imaginaire autour des ancêtres. Tout ce que tu recevais comme, quand tu étais enfant, comment tu imaginais les ancêtres, comment ça t'est venu, c'est par... comment tu as pris conscience qu'on a des ancêtres et que c'est des gens fabuleux, etc. Voilà, comment ça t'est venu, à quel âge, quel moment tu as pris conscience de ça? Très tôt, hein, je me rappelle que ma mère m'a raconté que nos ancêtres étaient forts. Et pour me faire manger, il disait qu'ils mangeaient des figues sèches avec de l'huile d'olive, la galette. Et pour que je mange, sinon moi j'ai pas envie de manger. Donc c'était comme ça, pour le faire manger. Et parfois aussi, quand tu veux jouer le héros, il te raconte une histoire où un petit prétentieux comme toi s'est fait bouffer par l'ogresse à la fin. Donc tu restes tranquille aussi. Parce que c'est pas évident. Quant au jeu et le nous, moi je crois qu'en Kabylie, le jeu n'est pas un autre. Quoi. Oui, alors là, il y a quelque chose, je ne sais pas si moi va être d'accord avec moi, mais la réflexion que j'ai eue en lisant ce livre, c'est que c'est écrit en français, en bon français d'ailleurs. Hein, c'est Hamzem Kzar, à ma connaissance, un des rares écrivains de sa génération qui maîtrise bien la langue française. Mais il y a une espèce de musique kabyle derrière. Il y a une espèce de musique kabyle, même si on ne sait pas qu'il est kabyle, on le comprendrait, quoi. Je veux dire, il y a des choses comme ça, il porte sa langue française porte une kabilité très particulière qui affleure, quoi. Je veux dire, et on sent, par exemple, quand il décrit des choses qu'on connaît en kabyle, on sent le travail de traduction, de précision, et ça, c'est la maîtrise des deux langues, quoi. Moi qui maîtrise beaucoup moins bien le kabyle que lui, j'ai appris des choses, enfin j'ai appris des mots équivalents. Je sais pas, c'est un français écrit en kabyle, voilà. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais non. Si tu le sens comme ça doit être vrai. Hein. Moi, oui, c'est sûrement. En fait, quand je l'ai écrit des années 90. On n'entend pas, on entend un mot et le reste de la phrase, on n'entend pas. Oui, ça marche comme ça. Ah oui, c'est bien. Donc je l'ai écrit les années 90, hein, durant mon exil forcé, parce qu'on m'a expulsé d'ici. Donc je suis allé amener un visa d'études, donc normalement pour rester 7 jours, et je suis resté là-bas au village 7 ans. Donc c'est là où j'ai écrit ce petit livre, et puis Brassens et tout. Justement en traduisant Brassens, que j'ai eu l'idée de l'écrire de cette façon. De cette façon un peu, j'ai mis le narrateur, le petit garçon, parce que ça donne quand même une certaine originalité au texte, et puis avec le recul, on peut effectivement utiliser ce style ironique et tout pour décrire, pour parler et puis même dire des choses méchantes, ça passe mieux comme ça. Parce que c'est un petit garçon qui les dit, quoi. L'innocence, voilà. La force de l'innocence. Peut-être le côté Brassens, justement, pour rebondir là-dessus, je pense que tu as de Brassens dans ce texte, ce côté oblique. Oui. C'est-à-dire la parole n'est jamais directe, elle est détournée, alors détournée par l'enfant, détournée par le genre aussi, c'est un récit, mais en même temps il n'y a pas qu'un récit, il y a aussi un discours sur la politique, sur les idées qu'on pourrait avoir. Et il y a une certaine forme de nostalgie dans ce texte, pessimiste, mais qui est pleine d'espoir. Alors peut-être que tu peux nous parler un peu de cet aspect nostalgie
de l'enfance, parce que l'enfance, pardon, peut-être que moi j'ai une autre explication sur le titre. La réserve kabyle, c'est peut-être parce que c'est fini. Cette Kabylie-là, telle que tu l'as décrit, elle n'existera plus. Ou elle n'existe plus. Oui, bien entendu, il est fini. Mais maintenant, surtout à partir de 1980, où la Kabylie a profondément changé. Au mieux, au pire, moi je ne sais pas. Hein. D'ailleurs, j'ai arrêté mon texte là. Parce qu'après, on parle d'autre chose en Kabylie. On fait les gens politisés, conscients. Par contre, les années 60 et 70, c'était quand même pas mal. Parce que, quoique le village kabyle des années-là n'a jamais été kabyle, officiellement. De 62 à 65, c'était un village arabo-islamiste, d'après les anciens combattants, Moudjahidines. Hein, ils ont lutté pour l'arabe et l'islam. Boumediene, il arrive, notre village, il devient socialiste, grâce aux militants du FLN. Et puis en 80, on devient berbère, mais pas kabyle. Donc, vous voyez déjà les idéologies qui arrivent et tout. Quand même, ça dénature un peu cette vie simple des Kabyles qui vivaient, mais sans se prendre dans la tête. Son fils, ils sont Kabyles ou pas, quoi. Et ils se lèvent le matin et chacun fait. Ma mère, par exemple, ils s'en foutent de tout ça. Qu'est-ce que tu es? Je suis Kabyle. D'ailleurs, même quand on lui disait on est berbère, il s'en fout. Et il a résisté, quoi. Non, je suis Kabyle. C'est comme ça. On ne va pas changer. Même la guerre n'a pas changé, de toute façon. Ni le Boumediene avec son socialisme. C'était les seules personnes qui sont restées, peut-être comme ils étaient avant la guerre. Sinon, nous tous, nous avons changé. Moi, quand j'étais au collège, peut-être il y avait Vevainouva et la génération qui est arrivée, donc on était un peu conscients de notre identité. Mais avant, moi j'étais socialiste, hein, et arabo-islamiste, à l'époque. Une fois on a trouvé quelqu'un qui travaillait le 1er mai, on allait l'insulter parce qu'il n'a pas respecté. Alors ça, au Kabylie, ça n'a jamais existé, quoi. C'est l'école qui nous a dressés pour faire ce travail. Maintenant, avec le recul, heureusement qu'on ne l'a pas fait, quoi. Le pauvre, il a réparé sa clôture. Et on a tenté quand même de l'intimider, quoi. C'était horrible. Mais oui. Donc, voilà. Mais après, il y a beaucoup d'apports, hein. Les immigrés, Oui. Heureusement. Oui, oui. Les immigrés nous ont quand même apporté de bonnes choses. Hein? Dracula, Fantomas, Elvis Presley, ils nous parlaient d'Edith Piaf. C'était pas mal avant. Oui, oui, j'ai bien aimé cette phrase, les immigrés nous ramènent Oui. Dracula et Elvis Presley. Oui, parce que moi je me rappelle, je pensais même que l'islam, c'était pas dans notre village. Quand j'ai découvert que le village à côté était des musulmans, je me suis dit, mais pas bon, quoi. Finalement, c'est pas à nous, ça. Et parce que moi je sortais pas du village, je pensais vraiment que le ramadan c'était à nous. Et la guerre aussi. C'est ça qui a On se rend compte que notre village a fait la guerre aussi. Finalement, c'est pas notre village qui a chassé la France. On est déçus. Et puis là, on se dit, bon, quoi, bon, ça y est, on change. On devient content tout, quoi. C'est ça qui est magnifique dans ce livre, c'est ça justement. C'est cette façon de dire les choses. Peut-être qu'on va donner la parole à la salle, peut-être qu'il y a des choses à dire, comme tu n'as pas beaucoup de temps, donc et que ce serait pas mauvais quand même d'entendre. Est-ce qu'il y a un micro, Barek?
Alors, moi j'ai lu la réserve kabyle, alors je vais témoigner, je vais poser la question. Je vais témoigner dans mon rapport à la lecture du petit bouquin. Alors c'est vrai que quand je l'ai acheté, j'ai vu la réserve kabyle, mais je connaissais un petit peu le travail de Mzien Kizar, je connais un petit peu comme ça de loin Mzien Kizar. Du coup, ça ne m'avait pas freiné. Mais dès que j'ai commencé à le lire, mon village accroché à la colline, je me suis dit pourquoi le village il est accroché, il n'est pas posé. Tout de suite, je me suis dit, mais j'avais du mal à le lire. Hein. Je me cache pas, j'étais un petit peu, je luttais pour le lire. Petit à petit, j'ai réussi à rentrer dans le petit enfant. J'ai oublié Mzien Kizar adulte, je me suis dit, c'est l'enfant qui parle. À partir de là, je voyais en fait dans tout le négatif, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, c'est un témoignage, c'est pas un jugement. Je l'ai vécu tout le long, la première partie de mon village, je l'ai lu à partir de ce regard négatif sur la Kabylie. Ton village, c'est le mien, hein. Mais au-delà de mon village, il y a une très grande variété de villages parce que j'ai sillonné un petit peu tous les départements et toutes les régions de Kabylie comme ça, brièvement. Du coup, je vois des nuances quand même, mais bon, on va dire une Tzmchavi. Et il a fallu vraiment, pour que je l'apprécie, après je l'ai relu avec un autre regard. Hein. Il a fallu vraiment que je me mette comme un enfant qui ne sait pas voir les choses positives, de suivre cette lignée-là négative. À travers le négatif, je voyais l'ironie là, mais j'ai pris conscience de l'ironie qu'à la fin. Et c'était vraiment dur. Ah, je me suis même posé la question, mais pourquoi tant d'insultes? Je l'ai vécu comme une insulte à l'intérieur. À la deuxième lecture, là, je l'ai apprécié énormément. Je me suis dit, tiens, finalement... C'est des compléments. C'est une façon d'écrire, parce que je ne suis pas sensible à la littérature, je ne suis pas habitué à lire des choses littéraires. Du coup, je l'ai lu avec passion et ça a été vraiment dur pour la première. La deuxième, j'ai pris assez de distance, je me suis dit, bon, il a le droit de voir comme il veut et j'adore comment il raconte sa vision des choses. Voilà, merci. Et ce qui s'est fait, X pareil. Eh ben, tu es concerné par l'avant-propos alors. Ah ben merci. Non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Non? Tout ça vous inspire pas? Non. C'est effrayant quand on te pose plus de questions. Tu vas mourir bientôt. C'est terrible. Ah, c'est terrible. Donc, comment on veut que tu meurs pas? Donc on va te poser des questions. Alors, au niveau de la forme, pourquoi tu as choisi, par exemple, la troisième partie, pourquoi tu as choisi le théâtre? Pourquoi tu as Qu'est-ce qui t'a fait opter pour cette forme un peu théâtrale de faire parler les personnages? Ben moi, j'adorais les veillées funéraires. À chaque fois qu'il... Oui, c'est vraiment Tamara. Hein? Tamara, parce qu'on reste toute la nuit et ça discute, hein, on oublie complètement le mort, quoi. Et on discutait même avec les imams, là, les imams qui venaient... Et ils jouaient le jeu à bâton rompu. Tu peux leur dire Dieu n'existe pas, ils s'en fichent, ils discutent. On discutait toute la nuit. Moi, j'ai jamais creusé, parce que le matin, on est lessivé, il faut dormir. Mais ce qu'on entend dans ces veillées, c'est incroyable, quoi. Et il y a de tout. Il y a des nationalistes, il y a des arabistes, il y a des berbéristes, et ça fait vraiment de bons échanges et tout. D'ailleurs, je garde un très bon souvenir mais de ces religieux, hein. Moi, qui ne suis pas religieux du tout. Mais c'était vraiment des gens bien. Ils discutaient, on peut leur dire tout ce qu'on veut. Ils viennent, ils font leur boulot, et puis maintenant, ils sont là, quoi. Pour vous donner une idée, je vais lire un petit extrait de la veillée funèbre. Alors il y a un personnage qui s'appelle le vieux M, qui n'a pas de nom, mais on finit par le connaître, qui dit buvez-en encore un tout petit peu. Il y a le chef de la mosquée qui est dans la veillée aussi qui lui dit c'est bon, merci. Le vieux M, que c'est dur d'avoir soif en hiver. Puis il y a quelqu'un, un émigré, le revenant de France, qui dit « Le chacal déteste deux choses, avoir soif en hiver et faim en été. »
c'est ce qui rend fabuleux ce texte, c'est justement cet absurde qui s'insère comme ça, mine de rien, un moment où, dans une veillée funèbre, le cheikh de la mosquée dit « Réciter du Coran dessèche la bouche ». Le vieux M lui répond « Un jour, vous exploserez comme des cigales ». On sait que c'est vrai qu'on dit que les cigales explosent à force de chanter, elles finissent par exploser. Le cheikh de... Elles explosent, non? Oh. Le cheikh de la mosquée, comment ça? Le vieux M, on dit que les cigales chantent à tue-tête jusqu'à ce qu'elles explosent. Le cheikh de la mosquée, il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet son prophète. Le revenant de France, l'émigré, encore un coup. Le cheikh de la mosquée et ses assistants, il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet son prophète. Le revenant de France, encore un coup. Le cheikh de la mosquée, il n'y a de Dieu, etc. Le cheikh de la mosquée, pardonne-nous. Le citadin, parce qu'il y a un citadin qui vient d'Alger, on peut imaginer qu'il vient d'Alger. Ces gens qui sont du village, mais qui vivent à Alger, qui viennent uniquement en été, ou à certaines occasions, qui sont porteurs d'autre chose que... De la morale. Voilà. Et puis, c'est des citadins, les villageois sont des... Hein? Alors le citadin dit, je voudrais te poser une question à un cheikh. Le cheikh de la mosquée, je t'en prie, le citadin, quel sera le sentiment de celui qui n'observe pas le... Quel sera le châtiment de celui qui n'observe pas le jeûne? Le cheikh de la mosquée, celui qui n'observe pas le jeûne sera puni le jour de son enterrement. Dès qu'il arrivera dans une tombe, Dieu lui enverra un serpent qui le sucera par la bouche jusqu'à ce qu'il le vide de son sang. Le citadin et celui qui abandonne la prière, quel sera son châtiment? Le cheikh de la mosquée. Contrairement au premier, celui-là attendra le jugement dernier avant de prier en enfer devant le diable sur une dalle de fer chauffée à blanc. Chaque fois qu'il s'agenouillera en posant son front sur la dalle, il laissera un bout de sa chair collé sur le fer. Le citadin, c'est que je n'arrête pas d'expliquer aux jeunes, mais ils refusent de le croire, le vieux M. Un jeune doit profiter de tout ce qui est donné à la jeunesse. Le cheikh de la mosquée, pendant que toi tu pries, le vieux M, moi je prie car je m'ennuie. Je ne sais plus quoi faire de mes vieux jours. Bon, je continue pas parce que pour vous donner juste une idée de à la fois de l'ironie, mais aussi de la justesse de ce genre de propos qu'on rencontre effectivement dans les... Voilà, donc les veillées funéraires, c'était peut-être l'occasion de faire du théâtre pour les Kabyles, hein, parce qu'on n'a pas de théâtre, on n'a pas de... Ben, c'est comme, si vous avez remarqué parfois, des mythomanes, des ijmath, hein, ils nous racontent des histoires, mais incroyables. Au fait, ils sont des artistes frustrés. C'est pas parce qu'ils sont malades, mais ils savent raconter. Mais si on les met sur scène, on dira que c'est des artistes. C'est bon, on paye, on les voit, on est content. Mais comme ils ne font pas ça, ils le font gratuitement, les pauvres, on les traite de bon temps. C'est vrai. On est vraiment punis. C'est comme ça. Mohamed? Oui, peut-être. Alors, je peux lire aussi un passage pour parler de cet aspect sociologique, mais vu à travers les yeux d'un enfant, donc à travers un regard un peu excessif, donc qui a choqué le lecteur, gêné. Donc voilà, page 39. Donc les villages kabyles sont des républiques, aiment à dire certains de nos intellectuels. Mais des républiques gérontocratiques, sans constitution, régies par des lois orales et gouvernées par de vieilles peaux, qui, pour légitimer leur position, n'hésitent pas à convoquer les hommes au conseil du village afin de leur faire entendre leurs derniers songes. Des songes annonçant la famine, la désolation, les pluies diluviennes, les épidémies, les sécheresses, les sauterelles, la mort, les foudres, et j'en passe, et des plus graves encore. Ces messages nous obligent aussitôt à nommer un chef parmi nos vieux et à lui faire allégeance. Aussitôt, nous nous rangeons dans l'ordre des aïeux qui finalement
ne nous ont jamais quittés. Ils sont toujours là. Ils reviennent chaque fois qu'il y a des ordres. Ils reviennent en songe, ils reviennent sous forme de phalènes, ils nous font peur. Ils ont pour alliés le passé et la mort. Donc il y a des passages comme ceux-là, comme ceux que tu viens de lire, qui sont rigolos, absurdes. Et il y a des passages un peu plus sérieux. Et c'est dans ce mélange, je pense, que tu as réussi à donner un ton à la fois sérieux et drôle. Et dans ce sens, tu continues ce que tu as fait avec Brassens. Oui. Et il y a une petite histoire justement dans la deuxième partie. Je vais vous la raconter en capite parce qu'elle est plus drôle. Alors c'est les marins, ça mène toujours. يوم قرنس الدسلم يوم دحبو. ما تكرر من قصة وحامد سنتيس. وهذا راه مين صار أنا كان يطير. يبغى سقيم مقبرت. نوتي شومبر. دونك قيمن شطاش ما خمسة كده وناس دحمو الدسل. وسل. الناس ذا شو. الناس راح خمسة ألو الناس يطيش يطيش ما خمسة واحد الناس ذا أثنو غلط الناس ألو يسيقنا voilà c'est la conversation c'est pas mal. Ah, voilà, elle existe en français. Alors, vous n'avez toujours pas de questions. On va le laisser partir comme ça, quand même, ce jeune homme. Il y a quelque chose à payer. Là, je fais popper. Ah, voilà. Ah, allez-y. Bonsoir à tous. J'ai pas lu le livre, mais je suis venue pour l'acheter et puis pour rencontrer Amzian Ksar. On est très contents de cet événement et j'ai hâte de lire le livre. Donc voilà. Et j'ai Merci. parlé de son village. Donc voilà, aussi, c'est un village voisin. Et puis, Béziane connaît bien mon père qui est mort maintenant. Mais donc voilà, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Merci. Très bien. Barak. Zulflaoui, j'ai une question. Quelle est la part de fiction, la part de fiction et la part de réalité? Je pense qu'il y a beaucoup de réalité, mais est-ce qu'il y a de la fiction, quand même? Ben, la fiction que racontent nos grands-mères, c'est oui, je les ai rapportés. Mais ben, comme je raconte des faits, Vous n'avez rien inventé. Ben non. Enfin, j'ai essayé d'arranger un peu. Cette histoire, est-ce que tu l'as inventée? Non, ça. La démocratie. Alors, c'est un jeune homme enthousiasmé par les idées nouvelles, dit à R, un personnage qui... Ringo. Il dit, si un jour les démocrates gouvernent, tu mangeras ce que tu n'as jamais mangé de toute ta vie de chasseur. Et R lui répond, de la merde, c'est la seule chose que je n'ai pas encore mangée. Est-ce que c'est vrai ça? Ah oui, oui, oui. En plus d'arabe, la fellane. Mais bon, la fellane peut-être quoi. C'est pas méchant. Oui, au contraire. Et que c'est un peu qui veut on les pique et puis ils la répondent. Mais ça s'arrête là. ودي غيزنوزون جينيرالمون وضعنا هذه جماعة كونتار كاين ناكل دي مزيان هذاك كيزنز لي زادفيرسار اللي دارت فريمون نو نو شنو هو داك الكوار Alors, si je peux juste lire un autre passage sur l'émigré, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'émigré.
Donc, quand un émigré arrive, nous l'attendons tous sur la plateforme du village. Nous aimons le voir descendre de la voiture dans son beau costume, cravate et ses chaussures noires bien cirées. Ses cheveux bien fixés, bien coiffés, brillent au soleil. On dirait un ministre en visite dans quelques cantons reculés. Notre émigré, ravivé comme hanté au contact de sa terre natale, se met à embrasser les gens, à commencer par ses proches. Sa femme, exceptée, coutume oblige. Elle s'emploie plutôt à porter des valises dans lesquelles il y a plein de bonnes choses, vêtements neufs, bouteilles de parfum, cartouches de cigarettes, pommes de francs, chewing-gum, cacahuètes et bananes. On dit qu'il y en a même qui ramènent des liqueurs et des saucissons de porc. Tout cela nous donne l'eau à la bouche. Tout cela, nous le voyons déjà à la trogne de notre émigré, qui devient de plus en plus rouge, tel un saumon. En saluant la foule, parfois notre émigré hésite devant quelques visages dont il ne se souvient que vaguement à cause des changements qu'ils ont accusés depuis son départ. Alors, je m'arrête là, mais juste, dans le texte que tu as écrit, il y a souvent des références à la mythologie, des comparaisons là, ici, Anté, donc Anté, un géant libyen. Pourquoi autant de références et qu'est-ce qui fait que tu... Parce que tout à l'heure, tu disais à Asri que on avait une langue qui sonnait le kabyle, mais souvent il y a des références, des métaphores qui sont absolument pas kabyles et qui demandent une certaine culture pour les comprendre. Donc je ne sais pas si cette question ne relance pas le débat. Oui, enfin j'ai fait comme tous les auteurs, hein. J'illustre parfois certains propos avec des scènes mythologiques gréco-romaines, parce que tout le monde les connaît. Donc, et j'illustre avec ça les scènes et de quoi je parle. Ouais, parce que ça aide beaucoup aussi à expliquer ce qu'on a envie de dire. Quand on a une référence, on a une image, c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus... La métaphore, c'est ça au fait, déplacer un monde d'un lieu vers un autre. Voilà. Donc, et puis, c'est une façon aussi de dire, voilà, c'est l'universel. Parce qu'on peut avoir comme référence ces mythologies qui sont d'ailleurs, qui sont... c'est ce que même les Mexicains, ils le font, tout le monde, quoi. Et en plus, je pense, hein, ça, vraiment j'aventure quelque chose qui n'est pas du tout vérifié, mais je pense que la culture orale kabyle pourrait être imprégnée de mythologie grecque, ou l'inverse, hein, je ne sais pas, tout simplement parce qu'il faut quand même rappeler que du temps de Massinissa, la culture grecque, la langue grecque était très importante. D'ailleurs, on retrouve des mots grecs ou alors des mots kabyles qui sont allés au grec. Il y a des mots, moi j'ai été très surpris par exemple en allant en Grèce de trouver que Thora, qui veut dire maintenant, se dit de la même manière en grec. Ça c'est le grec moderne. Oui, ça c'est plus un hasard. Je pense qu'il y a d'autres. Je sais pas. Le grec moderne, il y a Veruri, c'est la pluie, il y a Thora, c'est maintenant, oui. Il y a Virini, c'est Vernin, il y a aussi Mendili, enfin c'est le mouchoir. Même Starf, je sais pas, Mendil. Bon, cela dit, en dehors de sa culture propre d'intellectuel qui a lu la mythologie grecque, etc., je pense qu'il y a quelque chose dans notre travail à faire, sûrement. Il y a quelque chose qui doit se... Je voulais lire une autre petite histoire, et ça aussi elle est vraie, la guerre sainte. Le cheikh de la mosquée dit à une femme qui a cessé d'observer le jeûne, Tsuzamara, ma fille, tu as tort de ne pas faire le ramadan. La femme lui demande pourquoi donc. Le chef de la mosquée lui dit, sais-tu au moins que le ramadan est l'un des 5 piliers de notre religion? La femme lui dit, oui, et alors? Le chef de la mosquée renchérit, et alors, c'est la clé même du paradis. La femme sourit, moi à mes yeux, le ramadan n'a aucune valeur.
le chef de la mosquée s'énerve. Comment oses-tu dire cela, mécréante? La femme sereine lui répond, si le ramadan était réellement ce que tu prétends, les Américains, vous l'aurez déjà confisqué. Oui, ils prennent les gaz, mais le ramadan, ils sont plus. C'est vrai? Il faut lui donner le micro. Je me permets un petit peu, mais comme il vient d'évoquer la mythologie, on pose la question, est-ce que les Grecs qui ont prêché nous ou c'est nous qui avons prêché les Grecs? Moi, je parle à peu près sur l'idée de la mythologie. D'abord, il faut s'intéresser à la paléontologie. Il travaille sur le sacré, il travaille sur la civilisation. Qu'est-ce qui est dit à propos des civilisations? Il y a 3 éléments pour qu'une civilisation sédentaire se développe. On parle du grain du blé, on parle de la pierre et on parle du mouton. Il paraît qu'on était la réservoir. Peut-être il y a des choses qui se sont développées chez nous. Il y a toute une histoire qu'on peut retrouver sans avoir le complexe du grec ou du romain. Moi aussi, l'approche de la mythologie, je la pose différemment. Je dis, regardons dans le réservoir qui est notre langue. C'est une langue qui nous sert de réservoir. Il y a un livre qui est apparu à Alger par un avocat au barreau d'Alger qui parle de la mythologie berbère ou qui a retracé du rat, Arbegitij. Il y a Archina, c'est Tsora. Le mariage تقبيلي تمغرة ميون زفرة ثمغرة عندي نخدم ثمغرة داخل الحارة. Et ça, rien que quand on fait l'histoire des mots, et ici dans la langue française, il y a quelqu'un qui a fait un dictionnaire qui s'appelle l'histoire des mots, comment les mots se sont fabriqués, et il y a ce qu'on appelle l'étymologie. Il y a, à mon avis, on doit farfouiller. On n'a pas assez de gens qui ont travaillé sur notre patrimoine. Moi, je dis plutôt quand on parle de mythologie grecque ou romaine, je préfère qu'on parle de notre mythologie qui est méditerranéenne. Il y a des choses qui traversent, mais comme الساكني ونتظلوا وعظنا خاطئ تمينا كنا في كون تسمعنا إن شاء الله حق ربي. Pourtant nous sommes athées. Moi, je pense qu'il faut un petit peu raisonner cette chose-là, la réfléchir. Je ne dis pas qu'il y a tort, je dis qu'il y a de la connaissance qu'on ignore. Alors, au lieu d'aller regarder ailleurs, être ébloui par ailleurs, c'est regarder devant son nez et de dire est-ce qu'il y a des choses là-dedans et creuser là-dedans. Moi, c'est mon rapport à la mythologie. Il y a pas mal d'essais, il y a 6 ouvrages, il y a des choses comme ça, on a des bribes. On peut partir à partir de là et osons créer notre mythologie. Moi, je dis on a le droit d'avoir notre monde enchanté, notre cosmogonie inventé d'aujourd'hui pour il y a 2000 ans en arrière, comme on a le complexe d'infériorité quand on définit les choses négativement. Si Léna, j'avais oublié, je voulais le dire, mais à 19 ans que je suis venu, jusqu'à 19 ans, je n'ai pas quitté le village, je n'avais pas le souvenir inhérent. J'avais le souvenir de Maraoui, Nissan, toutes les couleurs et toutes les variantes de Barsissé. Ça, c'est mon rapport un petit peu charnel, amoureux de la Kabylie. Et qui. Parce que c'est ها؟ استدلك تصل غاشي قلال سبراك تصل غاشي دونك تسنى الخريف تسنى الخريف ابري لافا ولا شي حبوب باغ كونطون كتسمى مشطوحه دروس غاشي قلال دونك تسلني حبوبنا لافا فوالا سي بور سا En plus, il a enrichi le titre, ça peut être le réservoir kabyle. En fait, c'est une réflexion, hein, c'est un question. Non, non, c'est-à-dire مرة ثروة dans le livre, hein. وزدارة عند الصباح وزدارة برا. السويد ومراغا déjà ils sont la mythologie grecque, ils قال la mythologie. Même les Grecs ماشي كيسقارن, ils s'en foutent de toute façon les Grecs, hein. C'est une ناكنين نتسنوا الكويت. qui ont ici ce badaka, voilà. C'est vrai. Mais parce que généralement, le problème c'est qu'on y aura un ric. يسعى الكاظ. اكتسنا ولا لا دات 1996
وتساعد دار الزيتوين كي يضد النيسونس الساعة يفيقلوا لي بينوت même à mon avis justement quand on parle de mythologie berbère et tout bon on n'a jamais parlé de ça hein, parce qu'on la connaît pas donc on essaie de traduire la mythologie grecque la mythologie berbère pourquoi pas non oui مثلا il y a pas de problème mais ماذا قلنا quelque chose tu écris quelque chose pour dans une autre langue tu utilises la mythologie grecque tout de suite il comprend. Mais sauf le kabyle qui ne sera pas sensible parce que mais pourquoi le kabyle utilise la mythologie grecque الجنة سكسنت eh oui on est spécial c'est-à-dire مريكين نغون غيبوين أمينا رئيس عنا طاسك دريمن الملياردير هذه ديما قاليون يتمثلها أسيني البروميي دولار اللي خدم الكوميرس يجدي لي ميتو خرب وين غادي يرسل لي الدولار أسيني هذا افيك انتيريس est-ce que ça va faire de lui un milliardaire? Non. Barak, il y a quelqu'un qui demande la parole. Bonsoir. J'ai une question par rapport. Ça veut dire, vous avez dit que le personnage, l'enfant, ça veut dire, il porte en quelque sorte un regard sociologique sur la Kabylie, tout en ayant un regard critique, d'autodérision, etc. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous vous êtes appuyé sur des sociologues qui ont travaillé sur la Kabylie? Ah non, moi je n'ai pas dit que c'est un travail sociologique. Hein. Non, c'est un questionnement. Moi je ne peux pas répondre à ça, parce que je ne l'ai jamais dit, et je ne le dirai jamais. Voilà. Non, ça veut dire quoi? Non, j'ai raconté ce que je voyais, oui, justement, ce que j'entendais, c'est tout. Je me suis arrêté là. Je me suis dit, est-ce que ça veut dire les sociologues, vos lectures de sociologues vous ont aidé à construire le personnage ou c'est juste vous avez puisé dans vos souvenirs ou vécu, ou vécu en Kabylie. Ça c'est la première question. La deuxième, je suis un petit peu dérouté par rapport au genre. Ça veut dire, c'est un roman mais à la fois ça veut dire il raconte des choses, un vécu, des réalités. Donc c'est voilà, ça veut dire c'est un pari un petit peu risqué. À la fois c'est d'accord, d'accord. Très bien. Je raconte des histoires, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, comment ça se passait, les fêtes, la mort, voilà. Cela dit, même s'il n'a pas du tout la prétention de faire de la sociologie, ce qu'il raconte peut être utilisé par des sociologues. Hein. Par exemple, quand il décrit l'organisation du village avec les gens d'en haut, ceux d'en bas, la topographie même du village, plus on est important, plus on habite autour de la place, etc. Ce sont des éléments. Les sociologues travaillent aussi sur des témoignages, sur des interviews, ça peut servir. C'est ça qui peut servir aux sociologues, et non, pas forcément l'inverse. Parce que lui, il fait... C'est un récit, ça reste de la fiction, c'est-à-dire même si ça se perd de la vérité, ça passe par le filtre de la littérature, ça devient de la fiction. On ne peut pas dire que ce n'est pas un rapport, ce n'est pas une étude sociologique, ce n'est pas... c'est un récit, et dans la notion même de récit, il y a l'apport de l'auteur, donc voilà, donc ça redevient de la création. Ça redevient de la création, même si ça part du réel. Voilà. Alors, on se quitte en bons amis. Merci. Oui, allez, une dernière question. Une dernière question. Donc, je pose une petite question, puisque tu as fait presque le tour de la Kabylie, tout ça. J'aimerais avoir ton avis sur le fait que, comme on dit chez nous, deux Kabyles ne se mélangent pas trop, tu vois. Donc, la Hachawaya, tu as dit tout à l'heure dans un des récits de Mohamed, il a dit
chaque village c'est une république. Tu vois. Donc jouer dans 2 villages c'est déjà difficile. Donc faire des structures très kabyles en fait, à l'échelle de la Kabylie, ça devient presque compromis. Donc comment tu vois toi l'avenir de cet ensemble-là dont tu parles, comme un seul ensemble en fait? La question piège par excellence. Non, mais c'est peut-être il a une idée. De toute façon, nous connaissons 2 villages, 3 villages, de كنا خمين الفراي ريبوبليك. يولد قصر كان إيطاليا طول طول يقرص لا كابيل بس إذا الإيطاليان يعني سلفت الطوثيس هذا شوف يفرض كاين ناس لا كابيلين سيكون صافي 25 سيكل كاع وتخدم ميم با ان ايطا مينابل هنيه. دونك لو كاين قرا نسال اون فراي ريبوبليك مي مالور فوالا وانا نخدم لي كونكور تجديد التدريب اتصل الله فولونتي سحال بور باتر لي زوتر كبير ما نزاد لو كان ساعدنا نقدر نخدم l'Afrique du Nord. C'est une bonne chose quand même, c'est de l'émulation, appelons ça de l'émulation. Mais c'était غير les mecs quoi. يعني وانا ما يسدي كيقع الحال سيدي غابا c'est pas pour donner l'exemple باش يفهم. Et puis il y a de l'argent à gagner, tu sais qu'il y a un prix. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a un prix. C'est comme l'animal qui pisse pour marquer le territoire. Lyon Saadri n'est pas la même chose que ce que tu viens de décrire, etc. Lyon Saadri, qui est historien, raconte. Il a travaillé sur la pensée kabyle avec toutes ses capacités qui lui sont reconnues. Il ne dépasse du tout ce que tu Moi, je pense qu'il n'y a pas de pensée kabyle, qu'il y a une seule pensée, la pensée humaine. Moi, Socrate m'appartient, Nietzsche m'appartient, Aristote m'appartient, tout le monde. C'est juste la piste du chat qui marque le territoire. Mais parce que ces histoires de pensée kabyle, paysage kabyle, danse kabyle, poésie kabyle, chanson kabyle, c'est arabe ou islamique. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Nous sommes colonisés, il faut dire la chose. Moi, je me sens colonisé. Je ne suis pas kabyle, je suis un soumis kabyle et une seule pensée, la pensée humaine. Moi, c'est comme ça que je vois. On a l'habitude des discours comme ça, il y en a partout à de toute façon, là, ça c'est un débat. On a le droit de nuancer comme ça. Et Marianne n'empêche que je l'aime énormément, hein. Autant qu'intellectuel, au-delà de l'écrivain. Moi, je pense que moi j'ai beaucoup d'affection pour le travail d'Amziane Kzar parce que pour moi c'est à la fois de la poésie, la tendre ironie, on sent bien qu'il appartient à un groupe qui est dans un ensemble et qu'il a envie de nous réveiller, et puis il fait bien les choses surtout, hein. C'est vraiment de la bonne littérature. Et je sais de quoi je parle, enfin, je suis un grand lecteur, donc je sais reconnaître je sais au moins reconnaître un bon texte. Hein. Franchement, c'est vraiment un travail et puis cette facilité à circuler entre le kabyle et le français, pour moi, c'est quelque chose de... Il y a très peu d'intellectuels qui en sont capables. Voilà, on va s'en tenir là. Merci beaucoup, merci Amziane. Je te souhaite vraiment de faire ton chemin avec le brio que tu mérites et que tu portes. Merci Mohamed. Merci. Je crois qu'Amziane veut dire quelques mots. Oui. Alors, juste pour vous informer que peut-être dans un mois, on s'ouvre un double album des Champagnats, justement, on a repris des îles numériques. Magnifique. Il y aura des grands chanteurs et des jeunes chanteurs qui ont beaucoup de talent, donc ici, il est là. Vous aurez, je crois, 28 chants. Et il y aura même Idir, Farhat, Ali Filaouen. Quand il sortira, on le présentera ici, j'espère. On aura l'occasion de... Avec plaisir.
D'accord. Alors, merci beaucoup. Deux petites activités de l'ACB. Donc, vous avez vu des aquarelles là, qui sont exposées. C'est le travail d'un groupe qui s'appelle le groupe Garance. Et il y a le vernissage qui est le mercredi 13 décembre à 18h30. Vous pouvez venir prendre un pot avec nous ici. Et puis le mercredi, le vendredi 15 décembre, dans quelques jours, on présente un livre sur le spectacle Barbès Café. Et maintenant, Meziane va signer son livre et je répète qu'il mérite vraiment d'être lu. Merci beaucoup.